Bonjour, good morning. Bienvenue à cette deuxième édition du Dialogue de Paris. Welcome everyone. My name is Arantxa González. Bienvenue, je m'appelle Arantxa González, je suis la doyenne à Sciences Po et je serai la modératrice de cette réunion. Et je vais être très ferme. Nous sommes nombreux, nous n'avons que peu de temps, mais nous aimerions entendre tous nos intervenants. Donc, je vous demande d'être concis. Je vous prie, vous en tenir à votre temps imparti. C'est la deuxième édition de la réunion du Dialogue de Paris. Nous nous sommes retrouvés ici l'année dernière sous le contrôle de 6 organisations, dont l'Agence française de développement, qui est à ma gauche. Et l'objectif était de faire en sorte que Paris soit au cœur de solutions mondiales pour veiller à ce que les objectifs de développement durable, les ODD, soient financés. L'ordre du jour s'est articulé en 6 phases: la réformation des institutions financières, la mobilisation de ressources publiques, l'utilisation de données pour davantage d'innovation, l'alignement entre le commerce, les échanges et le développement, tout en nous concentrant sur la dimension environnementale des ODD. Donc, l'ordre du jour était très varié, très large, ce qui reflète le thème de l'environnement, qui est également très large. Et il y a eu les éditions de réunions financement pour le développement également. Et donc, la plateforme des Sévilles pour l'action en la matière est concrète. Nous cherchons maintenant des solutions. On ne parle plus que de débats. On sait que l'avenir n'est pas tout rose. Des nuages s'annoncent pour le multilatéralisme et d'autres valeurs comme travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc, cette réunion envoie un signal très clair. Nous sommes ensemble pour trouver des solutions communes à nos problèmes communs. Donc, nous voulons envoyer un signal politique à la fin de cette réunion. C'est ce que nous voulons obtenir de votre part, des solutions. On veut savoir dans quel domaine vous travaillez, lesquels sont promoteurs et quels messages politiques de confiance, d'impact et de solidarité vous aimeriez faire passer. Tout particulièrement à un moment donné où nos valeurs sont remises en cause. On va commencer avec les représentants des institutions fondatrices de ce dialogue de Paris. Paris avec cette volonté d'acteur global. Je vais commencer par l'Agence française de développement. Rémi, la parole à toi. Merci beaucoup, Arantxa, et merci à Pascal Lamy de nous accueillir au Forum de Paris. Je vais parler en français pour me réjouir de vous voir tous pour notre rendez-vous collectif annuel depuis 2023. C'est la deuxième fois. Merci à l'UNESCO, à l'OCDE, à la Banque de développement du Conseil de l'Europe, à la Chambre de commerce internationale, à l'Agence internationale de l'énergie et à l'Organisation internationale de la francophonie de s'être engagé dans ce dialogue avec plus de 30 institutions désormais. Très heureux d'avoir Martin Reiser à mes côtés de la Banque mondiale, et dans le cadre, président Moussa Faki est avec nous, de nombreuses coalitions nées depuis Paris, notamment le 4P. L'idée, c'est de donner une voix plus forte à Paris. Nous avons identifié 4 sujets communs en 2024, l'année dernière. L'éducation et la culture pour les transitions, la science et l'innovation responsable, le financement du développement durable, et puis comment nous pourrions bâtir un pôle, une plateforme de services pour nous tous ici à Paris. L'idée, c'est d'avoir un réseau vibrant, structurant dans Paris, avec nos différentes implantations qui résonneraient. Et puis, vous savez, un nouveau lieu, on en parle avec beaucoup d'entre vous, qui est en train de sortir de terre juste à côté de la gare d'Austerlitz, là aussi pour travailler l'attractivité de Paris et faire venir tous ceux qui souhaiteraient coopérer avec nous
à Paris. Et puis, on a maintenant des débats, des prises de parole communes. Tu as mentionné l'échange qu'on avait avec Mathias Cormann, Carlo Monticelli, Stefania Giannini à Séville dans la conférence pour le financement du développement. On travaille avec l'École normale supérieure, avec le Grand Continent, à organiser des moments collectifs dans l'année. Et puis, bien sûr, le tour de table peut aider à repérer des objets plus concrets, des initiatives que vous souhaiteriez, que vous pensez qu'on peut porter collectivement, tout ou partie de ce groupe, dans les mois et les années qui viennent. Évidemment, le débat le plus urgent cette année, on l'avait déjà identifié l'année dernière, mais peut-être on n'avait pas anticipé la très grande urgence dans laquelle nous sommes tous, c'est que la coopération internationale, il faut effectivement la financer. Donc on est tous très concernés directement ou indirectement par ce qui est en train de se passer dans le financement de l'action internationale. Paris est très impliqué, puisque Paris, c'est bien sûr avec l'OCDE, là où l'aide publique au développement s'est inventée. C'est le lieu de beaucoup d'acteurs du financement du développement, la SEB, la Banque mondiale, la SEB qui présidait le groupe des banques multilatérales cette année. C'est le lieu de la finance climat, l'AFD a beaucoup joué en ce sens, et d'autres. Et c'est le lieu plus largement de la finance durable avec Paris Europlace, la Chambre de commerce internationale. Et puis c'est le lieu quand il faut faire quelque chose de traitement de la dette avec le Club de Paris dont on reparle en ce moment. On sait la menace, un tiers de l'aide publique au développement a probablement disparu en 2 ans à peine, 60 milliards de dollars. On sait la tendance partout du repli sur soi. On sait qu'on est attendu à Belém dans quelques jours sur le financement du climat. Notre intuition est collective, je crois, c'est qu'il faut un nouveau récit d'investissement probablement, plus que d'aide, une nouvelle architecture, une nouvelle façon de rendre des comptes. Voilà, donc c'est l'objet peut-être de ce tour de table et de voir ce qu'on en fait ensuite en conclusion avec vous tous. Merci. Merci Rémi. Je passe ensuite la parole à Carlo Monticelli, gouverneur de la Banque du Conseil de l'Europe. Carlo. Oh, yes. Thank you, Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Arantxa. Merci à tous les participants et tous les intervenants. Nous retrouver dans le cadre de ce dialogue de Paris à l'occasion du Forum de Paris pour la paix. Il s'agit d'un événement tout particulièrement pertinent dans le contexte actuel. La paix est actuellement menacée, tout comme le multilatéralisme. Nous avons besoin de coopération internationale, plus que jamais. C'est un moteur de confiance, de solidarité et nous permettra d'atteindre de l'impact. J'étais dans une réunion à Washington et j'ai rencontré d'autres homologues et j'ai eu le privilège et la responsabilité de présider cette réunion d'ailleurs. Le message qui est ressorti de ce groupe I'm not sure that my distance, I'm mastering the distance of the microphone. But, je suis désolée, je ne gère pas bien la distance vis-à-vis du micro. Donc, le message clé qui est ressorti de ces discussions est tout à fait pertinent. Bien qu'il y ait des incertitudes dans le contexte actuel, les banques de développement multilatérales. L'interprète s'excuse, mais le son a coupé. Les banques de développement multilatéral vont permettre davantage de financement, notamment 650 milliards dans les prochaines années. Cela va permettre davantage de coopération et d'action. Ces banques de développement multilatérales vont, par la même occasion, mobiliser davantage de capitaux pour le développement. Ces banques ont un mandat unique.
et elle se concentre sur les points les plus vulnérables. La SEB s'intéresse à la formation et à l'éducation et a réitéré que les infrastructures doivent être inclusives, résilientes pour de meilleures sociétés. Notre présidence du groupe des banques de développement multilatéral se concentre également sur les infrastructures sociales. La SEB en fait de même dans la participation à la coalition sur l'investissement social. La coalition a une méthodologie particulière et est en lien avec les thèmes abordés lors du Forum de Paris pour la paix. Et ces thèmes font écho aux objectifs du dialogue de Paris fondé il y a 2 ans. La diversité de nos institutions, de nos présidences conjointes dans les différents lieux sont une force qu'il faut exploiter. Le dialogue de Paris doit servir comme un multiplicateur d'initiatives, créer des ponts entre nous, les uns les autres, et avec nos partenaires pour davantage de financement en faveur d'un développement meilleur et durable. Depuis ses débuts en 2023, notre ambition a toujours été de faire du dialogue de Paris une initiative concrète, tangible, en nous basant sur les différentes contributions rappelées par Arantxa lors de ses remarques liminaires à la plateforme d'action de Séville. Continuons de travailler sur des actions concrètes pour des résultats tangibles. Et notre capacité à avancer en ce sens nous donne une voie pour promouvoir le financement du développement dans des forums internationaux, notamment le G7 l'année prochaine et j'espère lors du G22 à nouveau lors du changement de présidence. Et j'aimerais souligner encore que la SEB, qui est la banque de développement multilatéral basée à Paris, soutient très fortement l'initiative du dialogue de Paris. C'est une initiative qui vise à réconcilier les 2 piliers du développement durable. Les aspects environnementaux, mais également les aspects sociaux qui sont alignés avec notre mandat. J'aimerais vous remercier et je me réjouis d'entendre toutes vos contributions ici aujourd'hui et voir comment nous pouvons coopérer pour atteindre nos ambitions ensemble pour les personnes et la planète. Je passe la parole à Philippe Barin, président de la Chambre de commerce internationale. Philippe. Merci, Madame la modératrice, chère Arantxa, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et chers amis. C'est un plaisir d'être parmi vous pour cette nouvelle édition du Dialogue de Paris. C'est un espace unique de confiance et de convergence entre institutions publiques, entreprises et acteurs de la société civile. Mais nous n'avons plus le luxe d'en rester au constat ou aux déclarations d'intention. Je voudrais profiter de cette occasion pour formuler un message simple, c'est que le dialogue de Paris doit être un moteur d'action et ICC peut proposer à cet égard un projet majeur qui, j'espère, pourrait avoir votre soutien. Le monde fait face à un déficit croissant de confiance dans la coopération internationale, donc aussi d'efficacité collective. Pour y répondre, il nous faut démontrer que le multilatéralisme peut encore délivrer des résultats concrets au bénéfice de tous. Je rappelle à cet égard que les importations des États-Unis représentent seulement, entre guillemets, 13% des importations mondiales et qu'aujourd'hui, 72% des échanges internationaux se passent sous la règle de la nation la plus favorisée. Donc, d'un point de vue des entreprises que représente la Chambre de commerce internationale, et nous avons 45 millions de membres dans nos chambres de commerce, un levier essentiel est aujourd'hui la revitalisation du système commercial mondial. Et depuis plusieurs années, nous assistons, comme vous le savez, à une montée préoccupante des tensions commerciales, multiplication des barrières, recours accru aux tarifs, fragilisation des règles du jeu communes. Alors l'ICC s'attache à construire un large soutien en faveur
d'une réforme ambitieuse du système multilatéral. Je dis bien le système. S'appuyant sur 3 piliers. 1. Une réforme de l'Organisation mondiale du commerce fondée sur des règles modernisées, inclusives et plus adaptées à l'économie du XXIe siècle, car nos règles datent de 30 ans, il n'y avait pas de digital, il n'y avait pas de problème de climat à ce stade, avéré en tout cas. Et il s'agit là de traiter les principes fondamentaux de l'OMC et sa gouvernance, y compris une participation active des entreprises aux réflexions, sinon aux décisions, mais aux réflexions. Deuxième point de ce projet, une facilitation de l'accès au marché pour nos entreprises qui doit reposer sur une digitalisation complète, progressive du commerce des biens et marchandises, qui n'est pas aujourd'hui digitalisé, comme vous le savez. Et il nous faut donc assurer à la fois la transcription dans les lois des pays de la loi modèle des Nations Unies qui permet cette opération de digitalisation, également les standards numériques qui vont avec. Donc c'est un enjeu essentiel pour les 17 trillions de dollars de commerce de biens qui sont aujourd'hui régulés par nos standards d'Incoterm de la Chambre de commerce. Et troisièmement, il nous paraît essentiel d'avoir une revue entre guillemets, des règles du jeu, ce qu'on appelle le rulebook, notamment sur les subventions dans le cadre des politiques industrielles, sur les restrictions aux exportations qui font aujourd'hui l'actualité, notamment sur les terres rares, mais pas uniquement, ou bien les flux de données, qui sont un sujet majeur. Donc, sur la base des propositions que nous comptons faire sur ce projet au début de l'année à venir, en 2026, nous travaillons à faire émerger, comme l'a dit Carlo, une nouvelle coalition de volontaires. Et il s'agit de porter une démarche de réforme face au retour des politiques tarifaires unilatérales. C'est pourquoi j'appelle ici les institutions qui sont réunies à Paris à joindre leurs forces à celles d'ICC, dont notre siège n'est pas très loin, nous sommes une organisation internationale basée à 100 mètres du Trocadéro, pour faire du commerce un bien public mondial, pour renforcer les ponts entre économies, pour garantir que la coopération multilatérale reste synonyme d'opportunités partagées. En somme, faire du dialogue de Paris un espace d'entraînement et de multilatéralisme, de solutions et de règles renforcées avec des résultats tangibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Je passe la parole maintenant à Mary Beth Goodman, secrétaire générale adjointe de l'OCDE. Mary Beth. Thank you all. It's a pleasure to be back here again. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous et de voir que notre groupe est de plus en plus grand. Nous faisons face à une situation de plus en plus compliquée et ce qu'on observe à l'heure actuelle renforce notre besoin de travailler ensemble pour relever les défis actuels. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ensemble dans le cadre du dialogue de Paris pour faire en sorte que notre action collective devienne une réalité. À l'OCDE, nous sommes très fiers du dialogue de Paris, mais également des engagements pris. Nous aidons à rassembler des données pour avoir les connaissances nécessaires pour atteindre des objectifs. Comme vous le savez, l'OCDE, nous adorons les données et nous sommes prêts à travailler avec vous toutes et tous pour que ces données soient plus accessibles et pour qu'on coopère davantage pour l'impact. Pour les engagements de Séville, nous avons accepté 28 initiatives. Je ne vais pas les passer tous en revue, je vous le promets, mais je voudrais mettre l'accent sur 3 domaines qui ont un vrai impact sur le dialogue de Paris. D'abord, il faut créer des systèmes fiscaux résilients. Nous avons vu qu'il y avait un besoin de mobilisation des ressources nationales. On l'a vu à Séville et nous voulons faire vivre cette pratique grâce à notre travail sur la fiscalité, travail de longue date, mais nous redoublons nos efforts. Il y a l'initiative de fiscalité sans frontières et nous le faisons en collaboration avec d'autres acteurs. Et nous avons également les plateformes de données sur le BEPS, etc., de l'OCDE. Deuxièmement, il faut mobiliser les ressources privées au bénéfice du développement durable. C'est très important et de plus en plus important avec l'évolution de la situation géopolitique. Il faut avoir
le niveau évolutif de ces financements responsables avec des orientations mises à jour. Nous avons le comité d'aide qui fixe les normes utilisées par beaucoup de pays. Nous avons des instruments normatifs liés aux éléments verts et des obligations de durabilité. Et nous avons créé une plateforme d'investissement pour l'Afrique qui sera la base de travail directement en collaboration avec les pays africains pour répondre à leurs besoins de financement et de mise à jour. Il y a également une troisième question, mais le microphone a coupé malheureusement. L'interprète n'entend plus. Et des questions concernant l'efficacité et l'inclusion. Nous avons tous vu l'impact de l'abandon de l'USAID sur le développement à l'échelle mondiale, mais ce n'est pas uniquement une question qui concerne les États-Unis. La plupart des bailleurs de fonds sont concernés, mais encore une fois, l'interprète signale que le microphone a coupé. Alors, la base de ces connaissances, de ces projets sont toujours là et nous sommes en train de faire un examen pour nous assurer que le comité d'aide au développement soit utile, soit modernisé et réponde aux besoins d'aujourd'hui. C'est un travail en cours. Alors, nous voulons prendre nos engagements de Séville et les transformer en action parce que c'est ce qui est important. Je vais vous citer deux exemples. Sans microphone. Avec le club de financement du développement international à Paris, nous avons créé une communauté de pratique avec des acteurs locaux, des bailleurs de fonds bilatéraux, des banques de développement et des organisations internationales afin d'avoir une meilleure cohérence dans la fourniture de la coopération pour le développement. C'est l'idée d'avoir un vrai impact sur le terrain. Il faut pouvoir faire des analyses par des collaborations autour du financement multilatéral au développement. Il faut voir les différents éléments de tout le système que nous appelons le système multilatéral. Alors, je voudrais vous remercier tous. Nous voudrions renforcer la collaboration afin de mettre l'accent sur l'impact et d'apporter un plus au dialogue. Maintenant, nous avons la directrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi vous, pour discuter de la reconnexion nécessaire entre confiance, solidarité et impact et sur fond de crise de financement de la coopération internationale. Alors, à l'OIF, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est évidemment surtout comment financer mieux cette coopération internationale, puisqu'il apparaît qu'on est vraiment redevable de résultats à travers les différents programmes que nous menons. Et donc, très concrètement, à l'OIF, on se dit qu'il faut absolument promouvoir les actions sur le terrain et la co-construction avec les acteurs locaux. C'est dans cet esprit qu'on capitalise sur notre réseau, à travers nos 90 pays membres, et tout un réseau de partenaires locaux pour co-construire des programmes avec les acteurs locaux qui soient acceptés par les populations locales, qui irriguent ensuite un développement économique, notamment pour tirer vers le haut sur fond de développement durable les populations locales. Donc, premier point, un travail en réseau avec le terrain pour des politiques de co-construction avec les acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés, en impliquant la société civile et les populations locales. À travers ces programmes économiques et numériques notamment, l'OIF démontre précisément que la coopération en fait envers nos bailleurs de fonds, nos États contributeurs notamment, mais à terme la finance privée qui est nécessaire, n'est pas une dépense. C'est plus, et on en a parlé, un investissement et un investissement collectif. Et c'est, je crois, vraiment un message très fort que nous pouvons porter, nous tous, promouvoir ces approches intégrées, fondées sur le terrain, à l'image du dialogue de Paris, qui réunit précisément les institutions internationales basées à Paris, mais autour de notre vision commune, qui est de transformer des principes, des très beaux principes, très utiles, mais vraiment aux solutions concrètes au service des ODD. Donc, pour favoriser, in fine, en fait, ce que nous visons à travers ces programmes économiques notamment et numériques, eh bien, c'est la résilience et l'autonomie
des pays francophones et plus généralement des pays qui sont portés par les projets des uns et des autres. Donc très concrètement, chaque programme, la secrétaire générale de l'EF est très vigilante sur les résultats tangibles que nous pouvons, sur lesquels nous pouvons communiquer auprès de nos bailleurs traditionnels et auprès des bailleurs nouveaux de demain. Donc, notamment sur la partie le vecteur économique à travers le développement durable, nous avons lancé un programme qui mobilise beaucoup, en particulier les PME, PMI de l'espace économique francophone. Et donc, je lance une passerelle vers la Chambre de commerce internationale pour travailler ensemble sur la promotion des échanges économiques en ce qui nous concerne intra-zone francophone, mais derrière, auprès de vecteurs économiques que sont les PME, qui sont des grandes pourvoyeuses d'emplois et qui sont extrêmement bien insérées dans le tissu local. Je ne rentrerai pas dans le détail de la performance de ce programme qui se déroule sous l'impulsion de la secrétaire générale depuis 2022, mais ça a été pas moins de 6 missions qui ont mobilisé plus de 5000 rendez-vous d'affaires et généré 45 millions de chiffres d'affaires pour des PME. Quand on met ça en perspective par rapport à la taille des petites et moyennes entreprises, c'est assez conséquent sur 6 ans. Je terminerai par un autre exemple en termes dans un secteur qui nous concerne tous, qui s'invite dans toutes nos politiques, qui est un enjeu transversal dans les économies, dans le développement des populations et dans la résilience et le développement durable, c'est bien sûr le numérique et la jeunesse et la formation des jeunes et des femmes aux métiers d'aujourd'hui et de demain, qui s'invite déjà à vitesse accélérée. Et donc là encore, nous avons un programme que certains connaissent qui s'appelle le programme Déclic, qui consiste précisément à former des dizaines de milliers de jeunes à des métiers de base en tension dans des pays identifiés de manière très précise dans l'espace francophone, mais également déjà à des formations qui embarquent la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc. Il y a une grande appétence et il faut y répondre. Voilà, je ne serai pas plus longue, simplement en terminant en disant que, encore une fois, c'est le message auprès des bailleurs que nous devrons mobiliser pour continuer à produire ces programmes efficaces que chacun et chacune d'entre nous portons à travers nos organisations, nos instituts, etc. C'est vraiment de montrer cette redevabilité, cette transparence dans la redevabilité et dans des résultats très concrets au profit des populations locales. Merci beaucoup. Je vous regarde parce que il y a beaucoup encore d'acteurs autour de la table. Je passe la parole à Cecilia Tam de l'Agence internationale de l'énergie. Cecilia. Thank you very much. We'd like to start just by Merci thanking beaucoup. France and Je the voudrais IFA for commencer their par leadership remercier in la setting up France the Paris Dialogue. The IEA is d'avoir very pris honored l'initiative to be de one of the créer ce founding dialogue de institutions Paris. of the dialogue and to have L'Agence worked so internationale de closely l'énergie a with many l'honneur of the de institutions participer à ce around the table. dialogue et collabore de très Enhancing près avec international beaucoup collaboration for the d'organisations energy autour de la transition table. and the Renforcer la central role of collaboration finance pour la enabling transition progress énergétique is et core le to our rôle clé investment du and financement finance work. et le progrès constituent des éléments In clés our de regular notre tracking travail de of, financement. capital Dans flows notre into the energy suivi sector, dans le starting to secteur see de some l'énergie, good nous news in the voyons global transition. quelques bonnes nouvelles Of dans the cette 3.3 transition à trillion l'échelle that was mondiale. invested Des in the energy 3,3 sector, trillions investis this dans le year, secteur de we l'énergie estimate cette that année, 2.2 nous trillion estimons will qu'il y en a be focused 2,2 on clean trillions energy. qui mettent We're l'accent, seeing a qui slight sont increase consacrés in à the l'énergie amount of propre. that spending going Nous into avons vu une emerging and augmentation de developing ces countries dépenses au other than bénéfice des China. pays Last year, émergents we et en voie de reported this was développement, only exception faite de la 15%. Chine. This has L'année increased dernière, ce slightly n'était que to 15%, alors 17% nous avons vu une but augmentation, this is still petite far too augmentation low jusqu'à for the 17%, part of mais the c'est world that encore accounts for trop about faible 2/3 of vu global le population. rôle Africa, in de cette particular, énergie au is bénéfice de falling 2/3 de la behind, population where mondiale. just L'Afrique est à la 2% traîne. of Nous clean n'avons que energy 2% spending des is going towards énergies The propres IEA's recent consacrées à update of the l'Afrique. cost of capital Alors, observatory, and like the OECD, notre we are a suivi de data-driven l'Observatoire sur le organization. coût des It capitaux, et à shows l'instar de that the l'OCDE, nous high sommes cost of une capital organisation fondée sur les données. remains Nous the ne key voyons que le barrier coût to des accelerating investissements investment in constitue developing countries l'obstacle for clé clean au energy. développement South Africa's dans le domaine G20 des énergies presidency propres. recognized the Nous urgent avons need for la boosting présidence de clean l'Afrique du energy Sud au investments in G20 emerging qui and reconnaît developing l'importance countries. des énergies propres To dans les pays support their émergents transitions. et en The développement importance afin de of just les aider à energy effectuer ces transitions transitions. cannot be L'importance de emphasized enough. ces transitions And work that we've done énergétiques recently sont in support of G20 extrêmement
extrêmement importante. Et nous avons vu sous la présidence de l'Afrique du Sud du G20 qu'il y a trop peu de ces ressources d'énergie propre qui passent au bénéfice des pays en développement. Les pays en développement autres que la Chine ne représentent que 5% de ces énergies produites des technologies d'énergie propre. L'Afrique ne voit qu'1% de cette valeur. Bien que l'Afrique fournisse les métaux rares essentiels. Selon notre suivi, moins de 2,5 milliards ont été consacrés aux accès à l'électricité en Afrique subsaharienne en 2023. Et pour l'accès universel d'ici 2025, il va falloir 15 milliards par an afin qu'on y arrive. Alors, 40% de ces financements doivent venir des ressources classiques. L'Agence internationale de l'énergie continue à soutenir les présidences avec la feuille de route de Bakou, avec la feuille de route des énergies propres pour les pays en développement publiée l'année dernière. Alors, quelques autres éléments de cette analyse, nous voyons que le coût des capitaux est 2 voire 3 fois supérieur dans les pays émergents ou en développement par rapport aux économies avancées ou en Chine. Nous voyons que les ressources publiques sont limitées. Et le micro a coupé. Le coût des capitaux est très élevé et il faut trouver des projets finançables afin de poursuivre ces projets d'énergie propre dans des régions en développement. Selon nos estimations, 120 milliards par an seraient nécessaires. Encore une fois, sans micro. Nous avons besoin de catalyser plus de capitaux, du moins 4 ou 5 fois supérieurs. Notre agence va continuer à soutenir les coopérations internationales en faveur des transitions énergétiques et nous aimerions collaborer avec vous. Merci, Cécilia. Maintenant, Caroline Sibot de l'UNESCO. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO, une des organisations fondatrices du Dialogue de Paris. Le Dialogue de Paris est un format assez unique, ouvert, inclusif et dynamique qui rassemble nos forces institutionnelles, comme l'a démontré notre participation à la plateforme de Séville pour le financement du développement cet été. L'événement aujourd'hui pose la question pourquoi financer la coopération internationale? Parce que, comme le montre le travail de l'UNESCO et tous nos efforts, ces investissements représentent des priorités qui libèrent un immense potentiel humain. L'éducation génère 10 à 15 $ de croissance économique par dollar investi. Les industries culturelles représentent 3,1% du PIB mondial et soutiennent près de 50 millions d'emplois. La science, la technologie et l'innovation sont des moteurs de développement durable et de croissance. Le Royaume-Uni pour intégrer le climat et la nature dans les analyses des soutenabilités de la dette, développer les échanges dette-nature et renforcer les capacités de gestion de la dette. Il y a également le lancement d'une task force sur les prélèvements de solidarité mondiaux, en envisageant peut-être sur l'aviation, sur les vols affaires première classe, les jets privés, et enfin une feuille de route sur la vulnérabilité multidimensionnelle qui vise à mieux refléter les fragilités réelles dans les mécanismes de financement international. Chers amis, toute cette démarche, c'est vraiment trouver des voies, puisque nous savons que tout ce qui est institutionnel, il y a parfois des blocages. Le plus emblématique, c'est celui du Conseil de sécurité des Nations Unies, où avec le droit de voter, certaines décisions n'ont jamais été prises. Et donc, dans le domaine du développement, il faut essayer de trouver d'autres voies pour pouvoir atteindre des compromis possibles. Le dialogue de Paris est une plateforme importante. J'espère que la France qui va présider le G7 l'année prochaine, bientôt il y aura un sommet du G20. Et avec votre concours à tous, je crois que nous avons besoin d'un soutien agissant pour pouvoir agir sur ces questions fondamentales qui aujourd'hui sont
vraiment extrêmement prégnante, notamment pour les pays en développement. Je viens de l'Afrique, l'inquiétude est énorme. Il y a quelques jours, j'étais à Washington, aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Je vous assure que les ministres des Finances africains sont complètement perdus. Ils s'interrogent à haute voix. Eh bien, chers amis, je crois qu'il va relayer toutes ces préoccupations et ensemble, je pense qu'il est possible de trouver des voies pour avancer. Merci. Merci beaucoup, cher Moussa. Je passe maintenant Thank you, dear Moussa. aux acteurs du financement, du développement et de la finance durable. Je vais commencer avec la Banque mondiale. Martin Reiser. Martin, floor is yours. Ah, voilà. Merci Arantxa. Et merci Rémi de l'invitation de participer à cette table ronde. I will continue in English because if I try and speak the language of Je vais continuer à m'exprimer dans une autre langue. Je ne voudrais pas parler franglais, ce qui serait une injure à notre belle langue française. Je viens d'arriver à Paris, mais je suis ravie de prendre part à cette table ronde. En effet, les sujets que vous évoquez sont au cœur de nos préoccupations à la Banque mondiale. Alors, pourquoi continuer à investir dans le développement? Des preuves nous montrent que les pays riches ont historiquement plus bénéficié des échanges avec les pays à revenus plus faibles ces dernières décennies, plus que pour les échanges entre pays riches. Les voies de développement sont 3 fois plus élevées dans les dynamiques entre pays plus riches et pays à revenus plus faibles. Et il y a des efforts pour développer les marchés en développement. Et je crois qu'on l'a déjà dit, mais 70% du commerce européen, pour l'instant, a lieu avec des pays qui ne sont ni la Chine ni les États-Unis. Voilà juste une remarque additionnelle sur des statistiques. Le micro ne fonctionne plus. L'interprétation reprendra dès que le micro fonctionnera à nouveau. Survey results show over and over again Donc, les résultats le montrent encore et encore. Les populations des pays riches veulent soutenir des causes humanitaires. Et il me semble qu'il nous faut nous fonder sur ces piliers. Le développement en tant qu'investissement, un investissement pour l'emploi. Nous avons déjà mis l'accent sur ce sujet, notamment dans les pays émergents et en développement. 1,2 milliard d'individus à l'horizon 2050 entreront sur le marché du travail dans ces pays, ce qui représente des opportunités économiques. Il nous faut aussi nous fonder sur la solidarité qui, malheureusement, n'est pas toujours la priorité dans les pays à revenus plus élevés. Deuxième volet de questionnement. Que faisons-nous sur la situation de diminution d'aide? Alors, il faut parler d'efficacité, notamment pour commencer. Il faut devenir plus agile, réduire les temps de préparation de nos projets. Nous sommes passés de 19 à 12 mois de temps de préparation. Donc, les résultats plus précoces font qu'il n'y a pas de déni de développement pendant ces temps de préparation. Mais nous n'allons pas nous en tenir là. Les interactions entre les banques de savoir et les parties plus opérationnelles de la Banque mondiale œuvrent de concert de façon à apporter des solutions à nos clients de manière plus vite, de reproduire les techniques qui fonctionnent et de les amplifier.
Et il nous faut également augmenter, et nous l'avons fait, la part de financement privé dans nos ressources. Il y a 2 semaines à Washington, dans nos échanges, nous avons évoqué les secteurs clés de la santé et de l'éducation, mais aussi les infrastructures qui sont des piliers pour mobiliser plus de capitaux privés. Nous avons aussi doublé les garanties sur 18 mois. And IFC has recently, you will have seen this, launched securitization of its portfolio, l'IFC a soutenu ces efforts dans ce portefeuille. The development space. And there is a lot more going Dans le on. domaine du développement, de nombreux travaux en cours, des solutions de capital hybrides, d'avoir une portée plus large, je crois que nous l'avons déjà mentionné. Différents éléments, 650 millions ont été débloqués grâce aux banques multilatérales de développement. Nous nous sommes aussi concentrés sur des points de plus en plus saillants et nous sommes ravis de travailler sur ces sujets avec l'Espagne pour le développement de remplacement à la dette. 250 employés travaillent à Paris et il était question pour l'Espagne de conversion de dette, bien évidemment. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Cécilia Roubaix. Nous n'avons que peu de temps. Nous ne pouvons prendre que 10 minutes supplémentaires après le temps imparti. Je vous remercie. Le micro est-il allumé? Faut crier un peu, c'est tout. Est-ce que comme ça fonctionne? Je vais essayer de parler fort. Voilà. Alors déjà, je tenais à remercier les organisateurs du Dialogue de Paris pour cette session organisée aujourd'hui. Vous connaissez l'attachement particulier que l'Institut de la finance durable a pour cette plateforme de dialogue et de mobilisation collective de l'action. L'Institut de la finance durable est mobilisé maintenant depuis le premier Paris Peace Forum sur les sujets de financement de la transition dans les pays émergents. Ça a commencé. Parfait. Avec une déclaration des acteurs financiers de la place de Paris à la suite de ce premier Paris Peace Forum et Dialogue de Paris, avec un appel clair sur le fait qu'il était absolument crucial de renforcer les facilités de capital catalytique et les mécanismes de financement mixtes pour dérisquer les projets dans les marchés émergents, la nécessité de traiter la question de l'accès aux données, et notamment sur la base de données GEM, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et renforcer les capacités locales des pays en développement pour mettre en place des projets qui soient durables et rentables. Alors, nous continuons à avancer sur le projet que nous avions déjà présenté ici l'année dernière, mais maintenant on est dans une phase de déploiement, avec un effort collectif pour mettre en place une plateforme d'accès libre qui réunira en un lieu unique les informations utiles aux investisseurs sur les capitaux catalytiques disponibles, avec une vision également sur la portée géographique, thématique et les conditions pour y accéder. C'est un élément extrêmement important puisque nos membres ont clairement indiqué qu'avoir accès à cette information allait permettre également, dans cet esprit d'efficacité qui a été mentionné par M. Reiser juste avant, ça va leur permettre aussi de gagner du temps. Derrière, l'action principale qu'il va falloir mettre en place, c'est également de poursuivre ce dialogue continu entre acteurs publics et privés pour mobiliser les financements privés. On se rend compte aujourd'hui que ce dialogue est absolument nécessaire pour lever certaines barrières.
Voilà, je vais essayer de faire court, mais globalement, la place de Paris est mobilisée. Nous avons une feuille de route qui est très claire. L'outil dont je vous parlais sur ce registre pour les capitaux catalytiques est en cours de construction avec des partenaires, donc GFANZ, Convergence et Climate Policy Initiative. Et nous espérons pouvoir le sortir dans les prochains mois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cécile. Je passe la parole à Thierry Déo, Meridiam. Thierry. Bonjour à tous, and I'll continue in English because there's fewer words, so I'll be faster. Merci beaucoup. Happy to be here, which is another opportunity Je suis heureux d'être parmi vous. C'est une excellente occasion de dresser un bilan. Nous avons déjà pu le faire à Séville il y a quelques mois et plus récemment en amont du G20 en Afrique du Sud. Je vous invite à lire les rapports sur l'infrastructure et la finance durable, pas seulement du fait de mon statut de président directeur général, mais vraiment pour l'excellence de ces rapports aussi. Il est bon de pouvoir dresser des bilans et sans nous reposer sur nos lauriers, il me semble que nous pouvons reconnaître que des progrès ont été marqués ces 10 dernières années. Grâce à des efforts de coalition des banques de développement multilatérales qui ont compris que la mobilisation de capitaux privés était importante. C'est devenu une plus grande priorité au sein de leur mandat. Nous travaillons en coopération plutôt qu'en concurrence. Des coalitions ont permis de la philanthropie financière et du développement avec les banques de développement multilatérales et avec le secteur privé, ce qui a permis de créer un écosystème de collaboration efficace et qui produit des résultats. C'est très important. Les travaux, notamment de l'OCDE, sur la finance durable et la finance mixte, ont fourni de nombreux outils pour se concentrer sur l'obtention de résultats plutôt que sur les méthodes. Et il me semble qu'il nous faut nous concentrer justement sur l'action. Pour un aspect plus négatif, bien sûr, il n'y a pas encore suffisamment de flux de capitaux pour financer le développement et les ODG. Les ODG et le développement sont des objectifs qu'il convient de financer. Il n'y a pas encore assez de collaboration pour la mobilisation de capitaux. Alors, il y a une mauvaise nouvelle, et c'est que l'aide au développement diminue. Malheureusement, il est improbable que dans les 10 ou 15 prochaines années, l'aide reparte à la hausse. Alors, que faire ? Oui, nous pouvons continuer à encourager les gouvernements à investir dans ce domaine, mais nous devons nous concentrer non pas sur les gouvernements, mais sur les coalitions actuellement, sur les parties prenantes du secteur privé, sur les banques multilatérales de développement. Et pour obtenir chaque euro, chaque dollar d'aide publique et de les transformer en actions concrètes pour la philanthropie, il nous faut en tirer parti au maximum. Donc, c'est une priorité de très haut niveau pour aider les communautés les plus fragiles, et je m'en tiendrai là. Et il nous faut agir sur la résilience et l'adaptation. Merci beaucoup. Maintenant, nous passerons à la société civile. Et merci beaucoup, merci de ce dialogue qui continue et où d'année en année on sent une force qui s'accroît mais aussi une urgence qui grandit. Je vais plutôt continuer en français malgré la brièveté de l'anglais que j'avais prévu pour dire du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, les principes généraux, ce qu'on a fait depuis l'an dernier et ce qu'il faut faire dans l'année qui vient. Les principes généraux, il me semble, il y a 2 révolutions majeures, mais il y a une continuité et une ressource très forte. La première révolution, c'est qu'on a besoin pour la recherche dans le monde aujourd'hui, pour la recherche scientifique, technologique, dans tous les domaines, du numérique jusqu'au climat, d'énormes financements. On a besoin de passer à l'échelle. Mon premier mot en anglais, ce serait « scale ». La compensation de cette première révolution, c'est une deuxième révolution.
et cette révolution, on la voit dans les établissements d'enseignement supérieur français comme l'ENS, c'est une révolution de l'impact. Ce financement va produire des résultats de plus en plus rapides. Et il faut construire la passerelle recherche-innovation de plus en plus rapide, et nos chercheurs le veulent. C'est ça la grande nouveauté. Je pourrais prendre des exemples, mais je n'ai pas le temps. Et après ces deux révolutions, il y a une force qui résiste, je pense. Et en anglais, j'aurais dit Scale, Impact and Schools. On a des écoles. Des écoles, ce sont des petits mondes où les gens se rencontrent, travaillent ensemble, qui sont situés quelque part, comme à Paris, effectivement, les Paris Schools. Je vais citer la Paris School of AI, il y en a d'autres dans le paysage. Et ces schools sont multilatérales et locales. Il faut que des étudiants du monde entier, les meilleurs du monde entier, viennent dans ces écoles, circulent, qu'elles ne soient pas top-down, mais multilatérales à Paris, en lien avec un réseau mondial d'écoles d'excellence. C'est les trois principes, je crois, aujourd'hui. Scale, Impact et Schools. Vraiment, ça me paraît fondamental. Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'an dernier ? L'an dernier, à cette même place, vous m'aviez invité, j'avais parlé de 2 projets. On a eu le sommet de Paris de l'intelligence artificielle. Ça a été un très grand moment, présidé par Anne Bouvreau, la présidente de l'ENS. Et ça a été, je crois, AI for Good, avec une stimulation évidemment venue des États-Unis qui pousse le reste du monde à agir AI for the better and for common good. Et je crois que c'est extrêmement important. Je crois aussi que nous avons, par exemple, à l'École normale et PSL, fondé la Paris School of AI, qui est d'emblée interdisciplinaire et d'emblée centrée sur l'impact. Mais la base, et je rejoins mes 3 principes, la base, donc c'est AI with chemistry, with physics, with cognitive science, and so forth. Mais la base, c'est une école. L'école normale est le berceau de 11 médailles Fields, juste derrière les États-Unis qui en ont 13. Donc il faut aussi s'appuyer sur l'excellence des étudiants, les faire venir du monde entier et les faire circuler dans le monde entier. Nous avons des programmes avec l'Afrique. Nous devons construire une Europe avec Pascal Lamy nous aide aussi à construire une Europe de la recherche. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. Nous devons continuer sur l'intelligence artificielle. Ça a été dit, c'est absolument crucial. Et qu'est-ce que nous devons faire l'année prochaine ? C'est mon 3e point, et donc je vais tenir l'horloge. Nous devons continuer en généralisant. Nous devons faire désormais ce qu'on avait annoncé l'an dernier, et je remercie l'AFD, la Chambre de commerce internationale, les autres partenaires qui pourront s'y associer. Nous devons travailler sur le financement de la recherche de manière urgente, en visant un impact, le financement de la recherche durable, et en organisant à Paris, nous nous y sommes engagés, nous allons le faire l'année prochaine, un forum avec vous de la recherche et de l'innovation. Cette double révolution, il y a besoin de beaucoup d'argent. Vous savez que certains veulent construire un CERN de l'IA en Europe. Sur la recherche climatique, il y a besoin d'argent, mais cet argent va être rentable très vite parce que la révolution de l'impact est là. Et donc il faut construire cette action. Pour cela, il faut le construire aussi avec la société. Comme Rémi Rioux l'a dit, nous travaillons avec le grand continent. Nous allons lancer une initiative de géopolitique européenne et internationale, mais dans des écoles précises. Après la Paris School of AI, nous devons lancer une sorte de Paris School of Innovation and Research. Et je pense qu'il est absolument urgent de nous réunir en généralisant, mais avec des sujets précis. J'en citerai quelques-uns, par exemple l'énergie et l'eau, sur lesquels de la physique fondamentale jusqu'à l'économie, nous avons de quoi, à Paris et en lien avec le monde multilatéral et local, nous avons de quoi construire une école pour demain face à toutes les urgences. Les urgences s'aggravent, mais l'attente des étudiants, des professeurs s'intensifie aussi. Il faut aller très vite, et donc rendez-vous en juin 2026 à l'ENS pour en parler. Merci beaucoup, Frédéric. Je passe la parole maintenant à Olivier Bruyeron, président des coordinations Sud. Frédéric. Merci, merci Madame, merci Rémi aussi pour cette opportunité de vous présenter en quelques mots la situation vue depuis les associations françaises de solidarité et de coopération internationale. Depuis 1 à 2 ans, en France et dans d'autres pays, cela a été rappelé, des choix sont faits par nos gouvernements et nos parlementaires pour couper, qui reviennent à couper drastiquement dans les moyens de l'action publique en matière de coopération et de solidarité internationale. En France, cet affaiblissement de l'action publique est massif,
avec une baisse de 40% de ses moyens entre 2024 et 2025, et la proposition de baisse additionnelle dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, qui est en cours d'examen. Cela s'inscrit à rebours des engagements pris au niveau national au travers d'une loi qui est toujours en vigueur, et puis au travers d'engagements pris sur la scène internationale, notamment en juin 2023 à Paris, lors d'un sommet qui a été rappelé par un intervenant précédent. Je crois que ça a lieu aussi aujourd'hui, alors qu'une forte demande s'exprime dans nos sociétés pour plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus de coopération et de solidarité, et in fine, le droit à une vie digne. Un droit qui est revendiqué par la génération Z dans différents pays de façon ardente. Sachons entendre cela. Ces coupes budgétaires ont des effets immédiats. Rien qu'au périmètre des associations françaises de solidarité internationale, ces coupes ont engendré en quelques mois l'arrêt ou la réduction très importante de plusieurs centaines de projets menés avec des centaines de partenaires en faveur de millions de personnes. En quelques mois, nos organisations ont dû licencier plus de 5000 personnes. C'est rapide et massif. Alors face à cette situation, je crois que nous avons à rappeler que ce soit pour des motivations humanistes ou par le constat évident de nos interdépendances, un constat partagé en France par plus de 80% de nos concitoyennes et concitoyens, que la coopération et la solidarité internationale ne sont pas une option. Elles sont une condition indispensable pour construire un monde juste, en paix et durable. Il y a là, je crois, un combat politique à porter ensemble, peut-être de manière plus coordonnée et plus forte. Il nous faut réaffirmer ensemble cette absolue nécessité de coopération et de solidarité. D'autant que, ça a été rappelé tout à l'heure, cette coopération et cette solidarité ont montré leur capacité à améliorer les conditions de vie de millions de personnes ces dernières décennies, notamment parmi les plus précaires, en améliorant la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, à l'énergie, ça a été évoqué, l'égalité femmes-hommes, le respect des droits. Et elles ont contribué aussi à poser les bases de l'émergence d'une classe moyenne dans différents pays et à renforcer les économies. Sans doute faut-il là aussi le rappeler, le marteler davantage. Voilà, nos associations sont convaincues qu'il y a besoin de travailler encore davantage ensemble pour promouvoir la coopération et la solidarité internationale. Et bien sûr, cela n'exclut en rien des évolutions nécessaires, notamment en termes de gouvernance. Mais ces évolutions ne doivent pas se traduire par un désengagement des pays aux économies les plus puissantes. Bien au contraire. Alors agissons ensemble, et je me réjouis de ce sommet. Nous sommes prêts à travailler aussi de concert avec toutes et tous pour promouvoir cette coopération. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Et je vais maintenant très brièvement, c'est une minute, Frédéric Jung, ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, plutôt à l'inverse, et Paul Simondon, adjoint à la maire de Paris. J'ai 10 minutes parce qu'on va bientôt nous demander de sortir de la salle. Entendu, merci beaucoup. Je vais faire très court. Trois brèves idées, simplement. Une première pour dire que face aux bourrasques, aux orages que nous avons tous évoqués autour de cette table, nous sommes plus que jamais attachés au multilatéralisme pour les questions de paix et de sécurité, pour les questions de droits de l'homme et pour les questions de développement. Et à cet égard, le dialogue de Paris, qui incarne ce dialogue entre organisations multilatérales, est évidemment extrêmement précieux. Deuxième message pour dire que dans le contexte de ces grandes bourrasques sur le multilatéralisme et le désengagement financier qui a été évoqué, notamment sur les sujets de financement du développement, eh bien, les Nations Unies lancent un grand programme de réduction de coûts. Et dans ce contexte, il existe des opportunités. Il existe des opportunités de rendre les organisations plus performantes, les agences, fonds et programmes. Et il existe des opportunités pour la France et pour Paris. Je pense au fait que nous sommes susceptibles d'accueillir encore plus d'organisations internationales. Nous en accueillons aujourd'hui 70 sur le territoire français, bon nombre d'entre elles à Paris. Nous accueillons un grand nombre d'événements, ça a été évoqué dans la discussion, le sommet sur l'IA, le sommet N4G. Nous accueillerons bien d'autres, je n'égrène pas toute la liste, et nous accueillerons l'année prochaine évidemment la présidence du G7. Troisième
deuxième message dans ce contexte, puisque l'immobilier joue aujourd'hui un grand rôle dans les relations internationales, comme vous le savez, pour vanter un projet immobilier, celui de l'AFD, qui vise à réunir à la Cité du Développement à Austerlitz un grand nombre d'acteurs du développement. C'est un projet que le ministère soutient très vivement et nous avons l'ambition d'ici 2027 d'en faire au-delà une maison des Nations Unies et de réunir bon nombre d'agences, fonds et programmes des Nations Unies également sur ce site. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Paul. Merci beaucoup. D'abord, pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire la fierté pour la ville de Paris, pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'abord d'héberger chacune de vos institutions par ce qu'elles portent et en plus de constater que notre ville est un écrin et fécond pour le dialogue et permet de porter en fait ce qui correspond aux valeurs de la ville de Paris, parmi lesquelles la solidarité internationale. Il faut faire très court, vous me permettrez d'être direct. Vous nous posez la question, pourquoi financer la coopération internationale? Mais tout le monde ici est convaincu qu'il faut le faire et en plus, c'est à peu près pourquoi. La question, c'est plutôt comment. Et il y a bien sûr besoin de pédagogie pour en permanence l'expliquer, mais il y a aussi besoin de stratégie. Parce que le choc dont on est en train de parler, la crise majeure, c'est le désengagement, ce sont les désengagements. Le désengagement agressif et revendiqué par le gouvernement américain et les désengagements présentés comme plus pragmatiques et budgétaires d'autres gouvernements, mais qui participent d'un tout et d'une trajectoire. La réalité, c'est que les populismes ont fait de l'aide au développement et de la solidarité internationale un objet totem et qu'ils ne vont pas le lâcher. Et donc, il va falloir, pour la coalition représentée ici, beaucoup de courage, chacun, bien sûr, selon ses spécificités, les organismes internationaux, les acteurs universitaires, scientifiques, de la société civile, mais il va falloir aussi du leadership politique. C'est indispensable, sinon malheureusement, j'ai bien peur de vous le dire, tout sera balayé quand même. Voilà. Et donc, ça fait vraiment partie des sujets. Et laissez-moi juste un instant pour faire un plaidoyer pour une partie de cette coopération qu'est la coopération décentralisée, parce que les collectivités territoriales, les villes, les gouvernements subétatiques n'ont pas les mêmes contraintes. Ils peuvent absolument être dans des stratégies de coopération décentralisée qui vont être beaucoup plus sur la rationalité, beaucoup plus en communication auprès des populations sur l'intérêt de cette coopération, sur une concrétude des projets plus facile à montrer, y compris par un partage d'expertise sur des sujets du quotidien, parce que les gouvernements locaux, les villes, ce sont les sujets du quotidien, par un lien plus facile avec les diasporas, ça peut être intéressant aussi, et une mesure d'impact du projet. Il faut donc aussi que dans les stratégies, l'accès plus facile à la coopération décentralisée, au financement direct par les pouvoirs locaux, à l'accès direct des outils de financement avec des fonds de garantie et d'autres types d'outils de financement, ce soit important. Tout simplement, ça résistera mieux aux vagues populistes et c'est un enjeu à la fois démocratique mais aussi pour la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. Je vais m'excuser auprès de Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation Haïti, Sabine Becker, Université des Nations Unies, Jean-Marc Wabin, Forus International, Amélie Baudot, IFPIM, parce que nous n'aurons pas la possibilité de vous écouter, mais vos messages seront quand même repris dans les discussions et dans les conclusions de cette journée. Avant de passer la parole à Rémi et conclure brièvement, je vais quand même donner la parole à Pascal Lamy qui nous abrite aujourd'hui en tant que président du Forum de Paris pour la paix. Pascal. J'espère que nous vous accueillons plus que nous vous abritons. Au cas où. Non, juste un mot, et j'aurais aimé parler après Amélie Baudot, un mot qui va vous épargner l'écran commercial sur les réalisations magnifiques du Forum de Paris sur la paix, juste pour vous dire que, comme vous le savez, ce sont des initiatives plus ponctuelles, moins durables que les grands accords internationaux.
mais que les 8 années que nous avons consacrées à les incuber montrent que ça marche. Et donc, mon point essentiel, tout simple, c'est de reprendre ce que j'ai entendu Rémi Rioux dire au début, c'est-à-dire cette hypothèse selon laquelle votre dialogue aboutirait à une sorte de plateforme qui serait un écosystème pour permettre la naissance, l'éclosion, voire même les premiers pas d'initiatives du type de celle dont aurait parlé Amélie Baudot sur l'International Fund for Public Media Interest, qui est typique de ce que le Forum de Paris sur la paix aime faire. Je pourrais citer d'autres exemples. Nous n'avons pas, nous, si je puis dire, les moyens, la taille, l'expertise pour être autre chose qu'un mini-incubateur de ces initiatives qui sont des coalitions multi-stakeholder, multi-purpose. Par contre, si une plateforme de ce type, et pourquoi pas à Paris, devait voir le jour, je trouve que ce serait un très beau moyen d'allier vos efforts, nos efforts, vous qui êtes, si je puis dire, généralement dans les grandes et hautes sphères mondiales, et nous qui sommes sur des choses un peu plus modestes, mais qui en général ont l'avantage d'avancer plus vite. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Before giving the floor back to Rémi. Avant de passer la parole à Rémi, je voudrais conclure en parlant du récit. Alors, je suis d'accord avec vous qui dites qu'il s'agit d'une lutte politique. Bien sûr, il y a la finance, l'économie, il y a des questions de mobilisation, mais c'est une lutte politique qui doit être ancrée dans cette idée de confiance. Confiance qui vient de notre présentation des résultats concrets et de notre participation fondée sur notre croyance en la solidarité. Il ne faut pas oublier la solidarité parce que nous sommes convaincus que les investissements sont rentables et produisent des résultats et parce que nous savons que l'éducation, la culture et la science ont un effet démultiplicateur sur le terrain. Nous en sommes convaincus et si nous ne pouvons pas le faire ensemble, nous voulons le faire sous forme de coalition ou de plateforme de volontaires avec des écosystèmes qui nous aident à faire passer ce message avec beaucoup de force. Pour le récit, je crois que vous nous avez fourni beaucoup d'éléments qui nous aideront à créer ce message politique à transmettre. Merci Arantxa, Rémi. merci vraiment à tous. Je veux remercier aussi tous les Sherpas de nos institutions qui, en dehors de notre événement annuel, se parlent et travaillent pour nous tous. On a entendu à nouveau la très grande diversité et donc richesse des voix de Paris, toutes nos institutions. On ne les a pas entendues toutes d'ailleurs, mais on sait qu'elles sont là. Mais en même temps, je pense qu'on retient de la discussion des messages communs très forts. D'abord, bien sûr, tu l'as dit, Arantxa, la volonté de défendre l'action internationale et la solidarité. C'est aussi simple que ça, mais c'est devenu très difficile. Et donc, si on peut porter ce message tous ensemble plus fort, c'est extrêmement précieux. On a entendu aussi de très nombreux projets concrets, innovations, propositions techniques. Et donc là, bien sûr, si cette plateforme peut permettre de les pousser plus loin, pas tous ensemble évidemment, mais si elle peut permettre de faire des liens entre nous pour le faire à plusieurs, je pense qu'elles seront mieux financées, elles seront mieux accompagnées, mieux présentées. Donc là, vraiment libre à notre famille, à notre communauté de le faire. Et puis dernière chose, s'agissant plus précisément du sujet du financement de la coopération internationale, ce que je vous propose, mais sous le contrôle de Frédéric Young pour le ministère, c'est que peut-être on rassemble un peu toutes nos idées là, et plus, et puis qu'on fasse peut-être une contribution pour la présidence française du G7 l'année prochaine qui soit utile finalement dans ce moment où nous sommes. Merci. Merci et à l'année prochaine. Merci beaucoup.